Nous avons perdu la qualité des députés et des sénateurs aujourd'hui. Nous avons des sénateurs et des députés semi-illettrés, c'est une réalité. Mon ami avocat, il est sincère, il doit le reconnaître que nous avons des députés et des sénateurs semi-illettrés. Maintenant, la qualité de ces députés-là, dans les missions régaliennes de l'Assemblée, ils ne touchent pas à l'essentiel. Ils ont légiféré combien de fois? Combien de lois depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas, légiférées, initiées et promulguées par le président de la République, comparativement à ce qui s'est passé par l'ancien régime. C'est vérifiable par tous. Et je salue la mémoire de l'honorable Aubin Minakou. 8 ans l'Assemblée nationale, ou 7 ans l'Assemblée nationale, si je ne me trompe pas, 108 lois initiées, promulguées, qui permet aujourd'hui l'État de fonctionner. Posez à mon ami, mon co-débatteur aujourd'hui. Donc, raison pour laquelle les députés ont pris les responsabilités pour faire partie Caméré, parce qu'on l'accuse d'avoir bloqué certaines initiatives parlementaires. Ça, ce n'est pas la faute, c'est pas une faute qui incombe au président. En fait, ce sont lorsqu'il n'y a pas un leadership éclairé, parce que les députés sont alignés. Je vis mon débatteur dire ça sans pour autant. Les députés sont alignés par la CENI sur base des listes de partis politiques, regroupements politiques. Lorsque vous êtes aligné par cette plateforme politique, vous représentez ipso facto la vision de la personne qui incarne cette dynamique. C'est qui? C'est le président de la République. Bon, écoutez, si les propos des Bitakwira sont vrais, j'invite les services sécuritaires à l'appréhender, en savoir plus. Ça fait 1 mois ou 2 mois et il n'a jamais été inquiété. Mais il doit être inquiété, s'il ne l'est pas. Vous focalisez à inquiéter ou à interpeller les opposants réunis à Nairobi et pas ceux qui tiennent des propos à la porte-pièce ici. C'est comme ça que je dis, s'il n'est pas inquiété à défense, c'est clair. Parce que ce sont des propos graves, on ne menace pas la République. Il doit être inquiété. C'est une menace. S'il n'est pas inquiété, on doit l'appeler pour savoir pourquoi est-ce qu'il dit ça. Parce qu'il se peut qu'il ait aussi des informations cruciales pour la République. C'est possible. Il a des bonnes informations et il sait ce qu'il dit. Donc ne prenez pas toujours toute l'interpellation dans le sens de l'incarcération. Non. Il peut être appelé pour aider la République. C'est comme ça que je dis, s'il n'est pas appelé pour aider la République, il y a un problème. Il y a un problème et il faut y remédier. Kanyama Kassese, là où hier ne résonnait que le silence de la brousse et le cri des herbes hautes, s'élève aujourd'hui Mandala City. Une cité moderne qui sort des terres à main nue, à sueur d'homme et à volonté politique affirmée. Un projet audacieux, structuré, ambitieux. Il prévoit des villas bien équipées, une salle de conférences, une piscine, un terrain de tennis, une salle de sport et même un bureau présidentiel y est en chantier. Son bureau est grand. Ce sera le bureau du président. Oui, bureau de travail. En tant que campagnard, quand il vit en campagne. Même s'il est en campagne, n'oubliez pas que c'est le commandant suprême. Hein? Ah, oui. Ça, c'est la salle du conseil. Ah, le conseil des ministres. Toutes sortes de réunions. Ce sera vaste. Très vaste. Et ça sera très beau, je vous jure. Ça sera très beau. Parce que demain, KCC ne sera pas qu'un centre agricole. Le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik veut ériger ici un cœur décisionnel de l'État. Exigeant sur chaque détail, le commandant SL ne veut rien laisser au hasard. Il passe, repasse, observe et corrige. Kanyama Kassese devient de plus en plus attrayant. Nous avons de plus en plus de visiteurs de marque, commençant par le président de la République, commandant suprême. Nous nous anticipons déjà, nous disons, si jamais il arrivait ici, il dit, bon, voilà, je vais tenir une réunion. On tient la réunion où? Dans une tente? Non. Ou dans nos vieux bâtiments? Non. On lui crée quand même les conditions. C'est lui, commandant suprême du service national. Il peut venir ici à tout moment. Il improvise une réunion, on veut quand même créer les bonnes conditions de travail du commandant suprême et des autres autorités. C'est 72 chambres, piscine, terrain de tennis, terrain de basket. On va faire quand même une petite cité, salle de musculation, salle de sport. Quand ils viennent, ils peuvent se remettre en forme. C'est en plein champ ici. En pleine brousse. En pleine brousse, oui. Pas de relâche, vite mais bien fait. À quelques pas, un hôpital ultramoderne sorti des terres.
Les équipements sont là, livrés et bientôt installés. 2 ambulances flambant neuves et une promesse des soins de qualité pour les bâtisseurs, leurs dépendants, ainsi que les riverains. Mais comme vous voyez cet hôpital, tous les équipements sont déjà commandés, sont en machine. Y compris l'ambulance qu'on a vue. Il n'y a qu'une seule ambulance, il y a une deuxième ambulance qui vient. Mais il n'y a pas que ça. Les lits, les matelas, la pharmacie, tout ce qui est pour un hôpital, tout est déjà commandé, tout est déjà disponible. Mais KCC, ce n'est pas que béton et tuiles. C'est aussi un souffle agricole et un espoir nourricier. En 2019, 4 vaches seulement, et aujourd'hui, plus de 6000 têtes. Un cheptel né du néant, porté par une vision, celle du président Félix Tshisekedi, refonder la nation à partir du travail, de la terre et de la discipline républicaine. Moi, lorsque j'arrive au service, ça se fait avec 4 bêtes. C'est 2023 qu'on a commencé avec le premier, avec 100 bêtes. 100 bêtes ou 110 bêtes. 110. Maintenant, là, on est à 6000 et quelques, parce qu'il y a des acquisitions aussi. C'est pas qu'ils se sont reproduits, il y a des acquisitions. On est à plus de 6000. Et l'année prochaine, à la même période, on sera au-delà de 10 000. Avec sa piste d'atterrissage opérationnel, son aérogare moderne, ses infrastructures solides, Kanyama KCC a cessé d'être un simple champ retranché au beau milieu des riens. Parce qu'ici, chaque brique posée redéfinit l'avenir, chaque vache élevée restaure notre souveraineté, et chaque rêve construit sur cette terre efface un abandon. Bienvenue à Joa Place, bienvenue chez vous. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique.
Le parc de la vallée de l'Intélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Intélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au +243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Tokala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Letoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Bienvenue sur Politicon, la force du détail. C'est parti pour une nouvelle aventure sur votre chaîne avec le compatriotes qui sont avec moi sur ce plateau. Nous allons épiloguer sur des sujets essentiels qui agitent l'actu en République du Congo. On parlera du conclave qui s'est tenu tout récemment à Nairobi autour de Joseph Kabila qui s'affirme de plus en plus depuis sa sortie de sa tanière. On parlera également du dialogue qui est demandé presque par tous. Est-ce possible? Comment? Quand? Et pour déboucher sur quoi? Voilà les questions et d'autres déjà qui seront abordées au cours de ce numéro qui connaît la participation de Janon Manyanga, cadre du Front commun pour le Congo. Ça faisait le moment qu'il nous a manqué. Il déclinait presque toutes nos invitations. Le voilà, j'espère en bonne et parfaite santé. Oui, le plaisir et la joie pour moi de nous retrouver encore sur votre tribune. Ça fait plus de 7 mois. J'étais dans l'incapacité de pouvoir intervenir dans des chaînes de radio comme à la télé, comme vous le savez. La santé a ses caprices, les corps, j'allais dire, a ses caprices. Voilà, aujourd'hui, j'ai été terrassé par la maladie, mais grâce à Dieu et à l'intelligence des docteurs, de la médecine, voilà, aujourd'hui, je suis en parfaite santé. Je suis en train de reprendre ma lutte politique, comme vous le savez. Merci également à nos autorités du Front commun pour le Congo qui ont y à prendre part pendant ce que vous connaissez, le conclave de l'opposition qui a eu à se tenir à Nairobi. Nous nous sommes liés par cet cordon ombilical comme partie membre de ce Front commun pour le Congo, les MCR en particulier. Nous saluons toute forme d'initiative qui a été prise à Nairobi, comme vous le savez. Les mouvements s'envolent le Congo, comme nous les suivons tous. Il y a une fédération des partis de l'opposition autour d'une dynamique en train de poursuivre quelques objectifs pour les bien-être ou la lutte politique comme nous les désirons tous pour un parti qui veut conquérir le pouvoir. Voilà, aujourd'hui, nous avons le plaisir de pouvoir, je pense, avec mon co-débatteur, de cogiter sur l'ensemble de tout le point qui a été développé à Nairobi. Voilà. On parlera justement de ce conclave qui s'est tenu à Nairobi et qui fait vive polémique au sein de l'opinion nationale. Il y a le pouvoir en place qui essaye de gratigner cette initiative ou cet appel lancé par Joseph Kabila, un appel presque citoyen, Sauvons le Congo, une initiative à laquelle tout le monde peut adhérer. Oui, effectivement, j'en appelle d'abord aussi la conscience de tout le monde, tout Congolais qui veut voir les pays développés a le devoir de pouvoir soutenir cette initiative. Pourquoi? Parce qu'il faudrait qu'on explique aux Congolais. Comme vous le savez, en 1998, avec l'effet Musée Laurent Désiré Kabila,
qui a initié ces mouvements, ces termes, ces concepts sur le Congo. On dit que vous avez fait du plagiat. Je pense que ces termes-là découlent, ces dichotomies-là découlent dans l'esprit des gens de l'Union sacrée aujourd'hui qui pensent que ces concepts Sauvons le Congo vient d'un pasteur, pour ne pas les citer, le pasteur Coutinho. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'exclusivité de Non, ce n'est pas ça. L'histoire semble se répéter. Voilà, aujourd'hui, les précurseurs d'hier, je pense, sont en train de revenir aujourd'hui pour pouvoir donner des vrais diagnostics à ces concepts Sauvons le Congo. C'est là que je fais allusion à Musée Laurent Désiré Kabila. D'ailleurs, des mémoires qui a utilisé ces concepts Sauvons le Congo, la paix se gagne, ne jamais trahir le Congo, qui, avec le temps que son fils a pérennisé cette action-là jusqu'à ce que à nous amener la paix, l'intégration, la réunification. Aujourd'hui, cette réunification nous a donné aujourd'hui la constitution, la stabilité des institutions que nous avons aujourd'hui. Donc, pour Congolais conscients de ce qui s'est passé, il n'a que le devoir de pouvoir soutenir ce qui vient de se créer aujourd'hui, mouvement Sauvons le Congo. Comme je l'ai dit tantôt, l'histoire semble se répéter. Les mêmes travail, la même mission que Joseph Kabila a eu à faire pendant, je pense, en 2003, jusqu'à nous amener l'état que nous avons aujourd'hui. C'est la même mission, je pense, qu'il est en train encore de continuer parce que nous savons que le Congo est en train de souffrir. Le Congo est en morceaux aujourd'hui. Le Congo est balkanisé. Nous avons presque trois Congos. Nous avons le Congo de Goma, nous avons le Congo de Bukavu et nous avons le Congo de Kinshasa. Avec la conscience de nos éminents compatriotes qui se sont réunis à Nairobi, je pense, ensemble avec eux, quelque chose de bon peut découler dans ces mouvements Sauvons le Congo. Merci beaucoup. Nous allons tout à l'heure revenir sur la forme et le fond de ce mouvement que vous soutenez, Bec et Ongle, qui s'est créé tout récemment à Nairobi. Nous sommes au Kenya, dont les relations avec Kinshasa se sont apaisantes depuis une certaine période. Laissez-moi aussi saluer sur ces plateaux Maître Jagast Djamba, cadre au sein du MLC, Mouvement de Libération du Congo, cher au chairman Jean-Pierre Bemba Gombo. Comment allez-vous? Bonjour mon frère Atibou, ça va bien. Dieu nous garde. Bonjour à mon frère Jeannot. Bonjour à mon frère Jeannot. Je crois qu'il a si bien dit dès l'entame de sa prise de parole. Il a dit que nous allons épiloguer sur les questions d'État. Nous allons donner la bonne information. Je profite de l'occasion ici pour féliciter votre manière de tenir le débat, de conduire aussi ces plateaux, parce que il faut quand même qu'on ait des repères. Il faut qu'on ait de la hauteur dans ce que nous faisons, parce que malheureusement, ce n'est pas tout le monde, c'est vrai. Malheureusement, aujourd'hui, la tendance est qu'on commence beaucoup plus à donner la connotation ou l'image des questions sérieuses, plus vers des sketchs où il faut avoir un peu un cri à côté pour faire actualité. C'est-à-dire la classe, l'homme politique et les journalistes sont maintenant muets à, je vais dire, à une forme de gag, pour parler avec euphémisme. Théâtralisation de l'espace médiatique. Exactement. Alors que lorsqu'on vient parler politique, on ne vient pas pour s'amuser. La politique, c'est le plus haut niveau de la vie. Ça veut dire, nous étions en famille, nous avons évolué, nous allons à l'école, mais le plus haut niveau de la vie, là où se décide les destins de tout un peuple, c'est en politique. Alors, lorsqu'on parle de questions politiques, les questions d'État, il n'y a même pas une poussière ou un peu d'espace pour s'amuser. Alors, je vous jette des fleurs, parce que la culture, malheureusement, aussi chez nous, c'est qu'on a souvent tendance à encenser quelqu'un lorsque la personne n'est plus là. C'est un problème aussi. Moi, je préfère vous jeter des fleurs pendant que vous êtes vivant. Vous faites votre travail très bien. Je vous en félicite. Même aussi félicite toutes les personnes avec qui vous travaillez. Allez, merci beaucoup, Maître Jagast Djamba. Ça nous va droit au cœur et en même temps, c'est une interpellation, un appel à pouvoir redoubler d'efforts pour ne pas décevoir les attentes de milieu de téléspectateurs et internautes qui nous regardent et qui nous font confiance de temps en temps lorsque nous tournons ici. Et j'aimerais avec vous que nous puissions aborder ces questions avec le plus grand sérieux possible.
car il s'agit de la vie de l'État. Comment d'abord la santé de votre parti politique, le MLC, tout va bien. Récemment aussi, vous avez été attaqué sanitairement et je suis très content de vous revoir, enfin vous en remettre. Oui, ça va. Moi, je vous ai déjà dit que ça va chez moi. Le MLC se porte bien. En tout cas, le MLC affûte ses armes, comme toute formation politique, pour rester le plus longtemps que possible au pouvoir. Donc, sur le plan organisationnel, tout va bien. Les idéologies, rien n'est perdu jusque-là. Et vous savez, nous sommes en alliance politique depuis 2020 avec la plateforme Union Sacrée et un leader à la tête. Et nous pensons que le MLC étant un partenaire, pas le moindre, un partenaire de taille, accompagne le président de la République dans ses lourdes tâches en tant que formation politique et en mandaté ses membres. Et le MLC vit. Le MLC vit et le MLC fait partie des formations politiques qui ont fait école dans ce pays. Et donc voilà, nous sommes là, nous existons, nous allons bien. Et c'est une question que d'aucuns se posent, je vais vous la poser aussi, sans forcément alimenter une quelconque polémique stérile. Après 2028 ou après le président Félix Tshisekedi, qui voyez-vous pour lui succéder? Votre question, elle est... Je ne pense même pas qu'elle serait bonne pour la polémique. Malheureusement, on tourne tout vers ça. Mais s'il faut rester sur ce que nous avons nous-mêmes coulé dans nos textes qui nous régissent, écoutez, j'ai dit ici, même si je ne vais pas dans les textes, même si nous restons dans la science, formation politique que nous sommes, une formation politique vise la magistrature suprême, la conquête du pouvoir, ça c'est clair. Maintenant, le problème n'est pas à ce niveau-là. Le problème, c'est le moment dans lequel nous sommes, les contextes. Le moment dans lequel nous sommes et les contextes ne prêtent pas à ce que, ou ne favorisent pas à ce que nous puissions épiloguer sur cette question maintenant. Regardez. Maintenant, là, nous avons des défis tels que la RDC est en crise sécuritaire. La RDC a des problèmes, des défis socio-économiques énormes où le gouvernement travaille pour y remédier. La RDC fait face à un complot d'un lobbying des personnes que je ne citerai pas le nom aujourd'hui, mais un jour viendra où j'écrirai leur nom. Un complot parce qu'il y a des hommes qui ont décidé de saucissonner la RDC, de faire de la RDC ce qu'ils ont fait au Soudan. Et face à de tels défis, des défis existentiels, je ne pense pas que, même si nous sommes formation politique, ayant tout le droit possible pour briguer la magistrature suprême, que cette question serait à l'ordre du jour. Parce que la question de l'État, la question de l'existence de la RDC est plus importante que les ambitions d'une formation politique qui est un fait privé. Et donc je pense qu'à ce stade ici, ce n'est pas le moment opportun, la question n'est pas à l'ordre du jour pour savoir qui sera après Félix Tshisekedi. Mais il est clair, il est évident que Félix Tshisekedi partira un jour. Même si nous, humains, nous ne voulons pas que Tshisekedi parte, le bon Dieu dans sa souveraineté a prévu qu'un homme puisse exister à un moment donné, et dans l'existence, il y a un début et il y a une fin. Donc Félix Tshisekedi, par n'importe quelle manière, partira. Et comme il partira, il y aura sûrement un successeur, et le successeur sera connu au moment opportun. Il faut qu'il y ait des gens qui s'y préparent. Bien sûr. En conséquence, parce qu'il s'agit de la magistrature suprême, on ne parle pas d'un poste ministériel ou encore d'une commune que vous êtes censé gérer. Ceci me ramène à vous poser une autre question. Comment faire alors entre la nécessité du strict respect de la Constitution et les ambitions présidentielles ou personnelles qui du reste sont légitimes? Parce que vous dites que le pays est en péril, le pays court en danger. Et si jusqu'en 2028, ces dangers-là n'est pas écartés, on fait comment? Entre respect de la Constitution et ambition, parce que le pays est attaqué, on ne va pas aux élections. Cela renforce la démarche même de certains députés qui ont porté une loi pour prolonger les mandats du chef de l'État une fois la patrie menacée. Bon, l'initiative d'un député ou d'un parlementaire rentre dans le cadre de ses droits. Ça veut dire qu'il a le droit d'initier une loi, quitte à son assemblée, parce que ce sont les actes d'assemblée qui prennent, ou de loi, si vous voulez, de valider ou pas, parce qu'ils agissent au nom et pour le compte du peuple. C'est-à-dire, de la base, ils ont été votés, ils ont un mandat pour ça.
c'est la liberté d'un député. Je ne suis pas en train de le contredire, mais j'estime tout simplement que c'est la liberté, mais je n'y souscris pas. Pourquoi je le dis? Mais la liberté doit s'inscrire dans le respect de la Constitution. La Constitution ne dit rien à ces sujets. Comment vous allez venir superposer une loi qui contredit même l'esprit de la Constitution? Je commençais par dire que c'était la liberté de cette personne. Je veux dire la liberté de penser, la liberté de réfléchir. C'est constitutionnellement garanti. Maintenant, si cette liberté-là de penser ou de réfléchir trouve sur son chemin le contraste, ou bien je vais dire le contrepoids constitutionnel, eh bien les personnes pour amener à la raison existent. Mais vous n'allez pas empêcher à une personne de réfléchir. Écoutez, la réflexion, même si elle est, excusez-moi le terme, la plus idiote que possible, il faut la laisser d'abord exister. Ensuite, on va la critiquer et au besoin la corriger, réajuster pour l'intérêt même de la personne qui autrefois était auteur de cette idée. On ne peut pas empêcher à quelqu'un d'avoir une idée, une pensée parce que c'est constitutionnel. Je disais que moi, je ne suis pas sous ces canevas-là. Si en 2028, par exemple, comme vous dites, puisque la question elle est celle-là, est-ce que dans le contexte actuel, il y a crise, il y a guerre, et nous allons aller aux élections, j'ai peut-être beaucoup d'atouts en tant qu'humain, mais il y a peut-être un atout qui me manque, c'est celui de connaître l'avenir. C'est celui de connaître, prédire l'avenir, et c'est celui d'être prophète. Je ne suis pas prophète, je ne prédis pas l'avenir, je ne connais pas l'avenir. Je peux me limiter aux analyses. Faire chrétien, serviteur de Dieu en plus. Ah voilà, je peux me limiter aux analyses. Donc Dieu ne vous a pas encore donné pour l'instant. Non, il ne m'a pas encore donné pour l'instant. S'il m'avait donné une autre prophétie, je vous aurais dit qu'en 2028, il y aura ça, s'il y a ça, il y aura ça, vous verrez tel signe. Malheureusement, je ne sais pas le faire, je n'ai pas ce don-là. Tout ce que je peux me limiter à faire, c'est de faire des analyses avec des hypothèses. Donc je n'aurai pas d'affirmation à faire, qu'il y aurait ça, qu'il y aurait ça. Non, je resterai dans des hypothèses. Et je pense qu'à ce stade ici, épiloguer sur des hypothèses pourrait peut-être nous faire passer du temps. Je préfère plutôt que je reste sur ce qui est réel, ce qui est maintenant possible, ce que nous connaissons maintenant. Parce que, écoutez, nous allons naviguer sur des questions que nous ne maîtrisons peut-être pas. Et que nous disent les signes du temps, vous êtes serviteur de Dieu, peut-être vous allez répondre lors de la prochaine prise de parole. Gardez, vous allez prendre de l'eau et le temps d'ouvrir le débat avec Jeannot Manyanga. On parle du conclave qui s'est tenu à Nairobi, les objectifs, les actions concrètes à mener. La question, c'est de savoir pourquoi Nairobi, pourquoi Kabila, pourquoi les 12 points adoubés par les conclavistes. Merci pour la question. Au fait, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de se poser des questions pourquoi le choix de Nairobi. Et ce qu'il faut savoir, avec ce qui se passe d'abord au pays, il y a plusieurs opposants qui sont en exil aujourd'hui. Parce que ce conclave a été beaucoup plus... parmi les participants, on a fait allusion aux politiques qui sont en exil. Le choix de Nairobi, c'est là où les gens ont préféré, où ils devraient se sentir à l'aise. Ça pouvait même aller à Nairobi, ou tout comme ça pouvait aller ailleurs. Mais Nairobi, au moins, je pense, pour Joseph Kabila et d'autres politiciens, c'est à eux qu'il faut poser la question pourquoi ils ont fait les choix de Nairobi. Ça, c'est un. Le plus important ici, il est de savoir quel a été l'objectif et le mission poursuivi par rapport à ça. Il est connu de tous. Nous sommes en train de connaître une déflation du pouvoir aujourd'hui. Nous avons de l'insécurité ailleurs. Mon prédécesseur vient de les dénoncer. Et nous avons la violation de la Constitution, n'est-ce pas, à tout bout de champ. Et nous avons ce que l'opposition est en train de subir aujourd'hui. L'opposition ne sait plus communiquer. Il y a un bon nombre de choses que nous vivons du point de vue interne qui fait que l'État est en gestation aujourd'hui. Il est autorisé à quiconque de pouvoir réfléchir pour le bien-être de son pouvoir. Comme qui dirait, un parti politique n'a qu'un objectif, de conquérir le pouvoir. Nous sommes des détenteurs de pouvoir. L'opposition sont des détenteurs de pouvoir. Ils sont à la quête du pouvoir. Raison pour laquelle ils se sont mis ensemble pour chercher ce pouvoir-là. Je pense que les jours qu'ils auront ce pouvoir, ils vont le garantir
ils vont les gérer le plus longtemps possible. Quels sont les objectifs alors qui leur ont permis de pouvoir se rencontrer à Nairobi? Aujourd'hui, nous avons une crise multiforme. Nous avons l'AFC M23 aujourd'hui qui est en train de gérer d'un côté. Nous avons le pouvoir ici à Kinshasa incapable de pouvoir donner la paix au peuple congolais. Nous avons la hausse des dollars aujourd'hui. Personne, aucun Congolais ne connaît quel est le taux réel d'échange entre dollars et francs. La hausse ou l'instabilité du taux d'échange sur le marché? Bon, il y a l'instabilité, il y a du flop, de l'arnaque qui sévit au niveau économique. Parfois, c'est le gouvernement qui injecte d'une manière systémique pour voler cet argent en émettant 2 millions de dollars par la Banque centrale dans le cadre de pouvoir flouer les Congolais, donc ceux qui sont en train de vivre ici. Vous connaissez les pouvoirs que nous avons aujourd'hui a produit des élections de 2023 auxquelles personne ne reconnaît la légitimité de certaines institutions. Quel a été l'objectif de ceux qui se sont retrouvés à Nairobi? Lorsque nous analysons l'ensemble des objectifs poursuivis, est-ce que leur rencontre est fondée ou non? Nous pouvons que dire que leurs objectifs sont très fondés. À partir de quand l'illégitimité de ce pouvoir s'est décrétée? Au fait, vous êtes d'accord avec moi que nous n'avons jamais connu les élections nous n'avons jamais connu des élections dans ce pays. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui s'est passé en 2023? Aucun pays au monde a organisé une élection pendant 7 jours. Là, c'est l'opposition qui le dit ou c'est le peuple? Mais tant qu'il y a acceptation sociale, il y a une forme de légitimité qui se crée. L'objectif d'une élection, c'est de rendre le pouvoir à la population et dans le but de pouvoir crédibiliser les institutions. Parmi les institutions qui sont ici des élections, nous avons la présidence, nous avons le Parlement. Et ces gens-là, nous considérons, l'opposition considère qu'il y a certaines institutions qui n'émanent pas de la légitimité de la population. Parce que ce sont des gens nommés. C'est une réalité. Allons-en. À cela se tient. Voilà un bon nombre de compatriotes se sont retrouvés à Nairobi pour réfléchir à cela. Est-ce que ça dérange quelqu'un? Je ne pense pas. Ça s'est passé dans l'ancien temps. Il y a eu des gens qui se sont rencontrés ailleurs et voilà. Vous revenez sur ça et il y a même une polémique qui s'est enflée autour même des assises de l'île de Gorée ou encore de Genval. Mais les tenants de cette thèse estiment que le contexte est différent. Le contexte est différent. Comment c'est eux qui pensent que le contexte n'est pas le même parce que nous avons des acteurs qui sont ici de ce mouvement-là. Dans ce pouvoir que nous avons ici, nous avons des seigneurs de guerre nous avons des seigneurs de guerre au gouvernement. C'est une réalité. Est-ce que cela, l'État doit être en gestation parce qu'il y a des caprices de ceux qui sont au pouvoir qui ne veulent pas entendre d'autres sons de cloche? Nous devons réfléchir. Ce qui nous regarde beaucoup plus, c'est le Congo. C'est nos paisibles, ce sont des Congolais qui sont dans l'Est. Peut-être toi, tu n'as jamais été à l'Est. Nous fréquentons beaucoup plus l'Est, comme vous le savez. Il y a des Congolais qui meurent jour et nuit, qui sont en difficulté. Mais veillez quand même penser à eux. À quand est-ce que le gouvernement de Kinshasa doit penser à ce Congolais-là au moment où nous, ici à Kinshasa, nous pensons comment arrêter les opposants, comment arrêter ceux qui sont allés à Nairobi, comment calmer les députés, ainsi de suite. C'est les Congos qui nous unissent tous, ils sont sur le plateau. Regardons tous devant pour le bien-être de ce Congo-là. Allez, je dois rappeler qu'aucun opposant qui a participé à Nairobi ne s'est fait arrêter à son retour. L'intention du gouvernement, c'était de pouvoir arrêter. Donc, ils ont été interpellés par les services de sécurité. C'est une réalité. L'intention, c'était de pouvoir arrêter, mais avec la pression de l'opposition, il y a raison pour laquelle certains ont été relâchés. Voyez-vous? C'est ça. Est-ce que ce n'est pas un exercice routinier pour les services? Bon, les services de l'État, comme vous le savez, ils sont dans leur mission, dans leurs prérogatives
de faire ce qu'ils sont en train de faire. Je donne seulement l'exemple de ce qui s'est passé dans l'ancien temps. Il y a un bon nombre de Congolais qui se sont retrouvés à Île de Gorée. Les services à l'époque, qu'est-ce qu'ils se sont comportés? Ils ont diagnostiqué un problème. Et ces derniers ont revenu. Ils sont rentrés au pays sans pour autant qu'ils soient inquiétés par ces services à l'époque. Parce que c'était des Congolais qui se sont retrouvés là-bas. Ils ont réfléchi Congo. Voilà, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans ce même cas. Mais quand on vous voit vous afficher aux côtés d'un condamné à mort, quelqu'un qui alimenterait la rébellion à l'Est, et d'autres fugitifs qui se sont soustraits à la justice, est-ce que ceci ne peut que intéresser ou la encore sociologie susciter l'intérêt de service à en savoir un peu plus? La sociologie politique nous enseigne que tous les moyens sont bons pour maintenir ou bien pour contrer son adversaire politique. Ce qui s'est fait avec ces procès ici, c'est qu'un moyen qui ont été initiés par le gouvernement pour contrer son adversaire politique. Parce que le gouvernement est conscient que l'adversaire de taille à la hauteur qui peut concurrencer Tshisekedi, il n'y a que Kabila, il n'y a que l'FCC, il n'y a que les gens qui l'entourent. Il faut créer d'autres assises, d'autres moyens pour le bloquer. C'est comme ça qu'ils ont créé ça. Qu'ils ont créé ces procès-là, à la manière qu'ils l'ont organisé, sans pour autant respecter certaines règles procédurales. Voilà, nous l'acceptions. C'est pourquoi nous, du FCC, nous disons que ces procès-là est sans objet pour nous, du FCC. Mais comment Kabila serait un adversaire de taille? Est-ce qu'il représente encore Kabila alors que le pouvoir le considère comme un homme du passé? C'est le pouvoir, effectivement, c'est les jeux de pouvoir. C'est ce que j'ai dit, entre le pouvoir, il y a toujours l'opposition. C'est le langage qui peut emprunter le pouvoir comme un homme du passé. Ce n'est que ils ne peuvent que se comporter comme ça. Mais d'une manière intrinsèque, Tshisekedi sait qu'au moment où nous parlons, l'adversaire d'État, il n'y a que Kabila. L'ensemble du peuple congolais, c'est une vérité. Vous êtes journaliste d'investigation, veuillez balader circuler avec votre micro-baladeur partout. Je ne dis pas qu'il prenait Kinshasa ou un coin de Kinshasa. Circuler dans toutes les provinces de notre pays. Vous verrez que la plupart des Congolais préfèrent Kabila que Tshisekedi. C'est une réalité. Et en ça qu'il serait adversaire de taille. On dit, l'homme du passé, c'est parce qu'il a géré la République pendant 18 ans et tous savons comment a été sa gestion. J'ai dit à mon prélide, lorsqu'on devient au pouvoir, il y a des missions à accomplir. Il faut l'analyser sur base des missions ou des assignations qu'il avait à son temps. En 2003, Joseph Kabila avait une mission de pacifier et de réunifier. N'est-ce pas? En 2006, avait une autre mission. Il faut l'évaluer sur la segmentation des objectifs qu'il avait. Le pays a été pacifié, le pays a été démocratiquement, n'est-ce pas, organisé conformément aux résolutions de l'accord de Sun City. Aujourd'hui, nous avons ce que nous avons aujourd'hui. Nous pouvons dire que Kabila a fait ce qu'il pouvait faire. Nous ne pouvons pas dire qu'il avait tout fait. Mais néanmoins, il a fait ce qu'il pouvait faire à son niveau. Les successeurs pouvaient soit faire mieux que Kabila. Lorsque celui qui est venu au pouvoir faire moins, c'est pour cela que les Congolais, la population, sont en train d'interpeller les pouvoirs en place. Vous êtes là, vous êtes en train de faire moins que votre prédécesseur. Voilà là où maintenant la haine politique vient de trouver son sens, jusqu'à ce que, à créer ce procès que nous avons aujourd'hui, pour l'effacer politiquement. Kabila est dans les cœurs de Congo. C'est une réalité, M. Gédéon. Allez, merci beaucoup. Je prends Maître Jagaste Djamba. Soyez concentrés au lieu de rester suspendu sur votre téléphone. Tshisekedi fait moins que Kabila. L'illégitimité du pouvoir actuel, rencontre de Nairobi, une rencontre de l'opposition pour ficeler des stratégies à mettre en place afin de mettre fin à la dictature. Qu'en dites-vous? Merci. Je précise un élément. J'étais très concentré. Vous avez vu, j'ai écrit tout ce que mon frère Jeannot disait. Là, au téléphone, c'est parce que quelqu'un
était en train de dire que ce que notre frère disait était faux. C'est comme ça que j'étais en train de dire, t'en fais pas, je suis en train de le rencontrer. Okay. Donc, donc vous travaillez avec des gens qui suivent, qui disent il dit faux, calme-toi, je vais le rencontrer. Donc, je n'étais même pas dans mon téléphone. Donc, j'ai noté. Voilà, il a commencé par parler des violations de la Constitution. J'aime la sincérité de mon frère dans le parler. Il y a des choses qu'il dit qui sont vraies. Il y a aussi des choses qu'il dit qui sont très fausses. Il faut corriger ça parce que nous sommes là pour informer. Il parle des violations de la Constitution. Peut-être qu'il y a des cas sur lesquels on peut discuter sous le pouvoir de Tshisekedi, c'est possible. Mais je ne pense pas que Kabila serait l'interface véritable pour parler des violations de la Constitution. Kabila, non. Mon frère, Kabila ne peut pas. Écoutez, nous sommes en 2018. Nous sommes en 2018. La Constitution dont vous faites allusion, dans son article 96, c'est clair. Le président de la République ne peut pas avoir une responsabilité au sein d'un parti politique. C'est ce que dit la Constitution. Il faudra m'expliquer par quel mécanisme, c'est possible que moi je sois ignorant, il faudra m'expliquer par quel mécanisme Joseph Kabila, président de la République, a pu nommer Ramazani Shadari secrétaire permanent du PPR en 2018. C'était par quel mécanisme? Il faudra nous l'expliquer. Violation de la Constitution. En droit public, il existe un principe qui voudrait que les compétences soient d'attribution. Parce qu'en droit public, tout le monde est incompétent. On a la compétence que lorsque la loi vous confère l'attribution. Donnez-moi une compétence attribuée au président de la République par n'importe quel texte de la République, lui a conféré le pouvoir de nommer les commissaires spéciaux en 2015. Il les a nommés par quel mécanisme? Parce que lui, il est respectueux des textes. À l'époque, renseignez-vous, il y avait 2 étudiants. Ils sont allés saisir la cour pour dire qu'il y avait violation de la Constitution parce que le président n'avait pas qualité, n'avait pas compétence pour nommer les commissaires spéciaux. En droit privé, on dit, il y a un principe qui voudrait dire que lorsque la loi n'a pas interdit, la loi a permis. Là, c'est en droit privé. Mais en droit public, les compétences sont d'attribution. On va devant la cour dit ceci. Puisque la nomination des commissaires spéciaux n'étant pas un acte réglementaire, et que la Cour n'est habilitée qu'à statuer que sur des actes réglementaires violant la Constitution, la Cour s'est déclarée incompétente. Mais Kabila les a installés. Il a fait par quel mécanisme? Mon frère, il ne faut pas parler des violations de la Constitution par Kabila. Il n'est pas l'interface qu'il faut. Il parle de la légitimité des institutions. Parlons bien, parlons vrai. Sur la question de la légitimité, oui, je suis d'accord sur le fait qu'il y a des défis d'opération sur lesquels on peut discuter. Je suis d'accord. Mais parlons de la qualité des élections. Allons du suffrage. Allons de la convocation même du corps électoral jusqu'à la finalisation des opérations, c'est-à-dire les résultats. Je prends les élections de 2000 organisées par Kabila en 2018 avec le 5 Corneille Nangaa. Sous Félix Tshisekedi, les élections de 2023 ont été organisées. Je vais au niveau de la convocation du corps électoral. Aucun candidat n'a été exclu. Il y a eu la participation inclusive de tous les acteurs politiques. Citez-moi un seul. Personne. Pourtant, il y avait même un compatriote qu'on soupçonnait avoir de liens avec, c'est-à-dire être un gréco-latino-zambien. Mais il a participé. Il y a des soupçons sur lui. C'est un gréco-latino-zambien, mais il a participé. Mais sous Kabila, devrais-je vous rappeler qu'en 2018, Jean-Pierre Bemba Gombo a été victime de Corneille Nangaa et de Joseph Kabila, où on lui a imputé la subornation des témoins comme corruption, alors qu'en droit pénal, je précise, l'interprétation des textes est stricte. La corruption et la subornation des témoins n'est pas la même chose. En français, oui, c'est la même chose. Mais en droit, non. Parce qu'en droit, la corruption a ses éléments constitutifs. La corruption a son régime répressif. Et la subornation des témoins aussi a ses éléments constitutifs. Les droits, ce n'est pas les Français. Non, ce n'est pas les Français. Comment vous avez fait pour coller la subornation de la corruption à quelqu'un qui n'a jamais été auteur reconnu de la corruption en droit? Comment on l'a fait en 2018? C'est tout ce Kabila. Vous parlez de quelle élection? C'est de cette élection que vous parlez? Je vais au niveau des opérations. Parlons des opérations. Il parle des élections de Kabila. Non, même pas encore des opérations. Je vais au niveau de la psychose populaire. En tout cas, je ne sais pas. Vous allez peut-être me le dire. Hein, sur ces plateaux, je suis amnésique peut-être. Pour ma première fois, j'ai vu les élections organisées par un pouvoir qui estimait être très populaire. Mais comment vous nous expliquez que vous estimez être très populaire, mais pour publier les élections, vous publiez dans les chars de combat? Il y a un problème. Vous publiez les élections dans les chars de combat. On a vu ça ici, 2006-2011. Les chars de combat circulaient partout.
Comment vous estimez être populaire et avoir gagné, mais vous faites circuler les chars de combat avant même qu'il y ait publication des résultats, et même après, nous avons compté des morts. Mais sous Tshisekedi en 2023, je voudrais qu'on puisse me citer un seul mort après la publication des élections. Un seul, pas deux, un seul. Nous parlons de quoi? Parlons toujours de la psychose. Puisque mon frère dit, nous parlons de, je ne vais même pas de la psychose, je vais même au niveau de la densité, de la masse populaire. Je prends Kinshasa comme température électorale, chaleur électorale. Pourquoi je prends Kinshasa comme température électorale? Voici. Premièrement parce que Kinshasa, c'est la plus grande ville de la RDC. Kinshasa, avec ses 17 millions d'habitants, est la plus grande ville de la RDC. C'est à Kinshasa où au moins on peut constater, je ne sais pas si appeler ça homogénéité ou hétérogénéité en termes de tribus et de clans, parce que généralement dans l'arrière-pays, comme on l'appelle, le province, les vols peuvent être parfois avec des aspirations tribales ou bien comment je vais le dire, des connotations tribales. Mais à Kinshasa, il y a tout le monde. Il y a les Baswahili, il y a les Bangala, il y a tout le monde. C'est-à-dire à Kinshasa, il n'y a pas de tribalisme à Kinshasa. Donc, je prends Kinshasa comme température électorale. Sous Kabila, Kinshasa, je l'ai dit, c'était paralysé avant la publication et après la publication. Mais la première fois dans ma vie, j'ai vu la publication des élections s'est transformée en bonne année. Tu sais qu'elle a été proclamée le 31 décembre 2023. J'ai fait la ronde de la ville de Kinshasa. C'était la bonne année qui avait commencé le 31. Comment vous me l'expliquez? Pas encore. Ils disent, ils peuvent remettre en cause, ils disent que nous remettons en cause la légitimité de Félix Tshisekedi en 2023. Est-ce que dire pour autant parce que Kabila s'est rendu coupable de violations intempestives de la Constitution que vous relevez sur ce plateau, que Tshisekedi devrait l'être aussi? Non, non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis ceci, que lui n'est pas l'interface pour se prétendre être meilleur. Ça veut dire, s'il y aurait des éléments sur lesquels on peut reprocher à Tshisekedi, je suis d'accord qu'on peut faire un débat. Je l'avais dit dès l'entame de ma prise de parole. Mais ce n'est pas Kabila l'interface. C'est ce que je suis en train de faire comprendre. Alors, il y a le fait que, encore, nous parlons des opérations, parce que c'est où les bas blessent. Il dit 7 jours. Non, c'est une fausseté. Il ne faudrait pas mettre ça dans les têtes des Congolais. On le dit souvent, mais ce n'est pas vrai. Les élections ont été organisées, oui, comme vous le dites, je vous concède les 7 jours si vous voulez, mais ça n'a pas été organisé pendant 7 jours dans un seul centre. Non. C'était un jour à Kinshasa, un jour ailleurs, un jour ailleurs. À Kinshasa, les organisations n'ont pas été organisées pendant 2 jours. Est-ce que c'est ce que dit la Constitution? Voilà, c'est que... Non, pas la loi électorale. La loi électorale, plutôt. La loi électorale parle d'un jour. Un jour sur tout l'ensemble du territoire? Non, la loi électorale parle d'un jour. C'est comme ça qu'ici même, je vais faire appel à, à la responsabilité de la classe parlementaire pour davantage serrer ça. Parce que c'est comme s'il y a une brèche ouverte. Parce que quand vous lisez l'électoral, il nous parle que d'un seul jour. On ne précise pas un seul jour sur l'ensemble du territoire ou un seul jour sur une seule ville ou sur une province. Il y a ces vides-là. C'est une cacophonie. OK? Je suis d'accord sur les faits. Qu'est-ce que vous préconisez? Je suis d'accord. Il faut une réforme électorale. Ce sont des parlementaires qui doivent intervenir. Je suis d'accord sur le fait qu'on ne souhaiterait pas que ça se passe de cette manière-là. Je suis d'accord. Mais ne dites pas, ne faites pas d'un problème d'opération, ne profitez pas derrière un problème d'opération pour mentir de 7 jours. Non. Ça n'a pas été fait à Kinshasa. Vous avez vu l'élection à Kinshasa pendant 7 jours. Non, parlons vrai. Maintenant, je vais au niveau des... je rentre toujours au niveau des opérations. Regardez, il dit les élections de Kabila et de Tshisekedi. Non, mais les élections de Tshisekedi au moins, je ne sais pas si je me trompe, hein, pour la première fois de l'histoire de ma vie, j'ai vu les élections être publiées en direct, en ligne. Et ça a été fait bureau de vote par bureau de vote. Alors qu'à l'époque du Saint Corneille Nanga, nous à l'époque on est la Mouka. Nous avons exigé une seule chose, qu'on puisse nous publier les élections bureau de vote par bureau de vote. Mais aujourd'hui, en 2023, vous avez vu, pour la première fois, on a mis en place les centres Bosolo. Les centres Bosolo avaient pour rôle de renforcer la transparence où chacun, là où il est, dans son village, il pouvait suivre que dans notre coin, il y avait telle voix, il y avait telle voix. Ils peuvent vérifier. C'était au moins un début des processus de transparence qui n'avait jamais existé sur Kabila. Alors, et je ne veux pas rester sur ça parce que... Nairobi a une minute rapidement. Je ne vais pas rester sur... Ah, je n'ai qu'une seule minute maintenant. Là. Donc, je suis resté sur les rencontres alors que je devais parler des Nairobi. Bon, il y a autre chose. Vous allez vous rattraper, mais plantez les décors ça va, pour Nairobi. Ok, Nairobi. Parlons de Nairobi. Vous savez, s'il faut parler de Kabila, il dit les gens aujourd'hui regrettent Kabila. Non, ça je ne peux pas laisser passer. Nairobi. Kabila, c'est un compatriote pour qui nous avons beaucoup de respect, mais
Quand il dit regretter Kabila, je voudrais qu'on parte sur des bases qu'on peut vérifier. Je prends 6 ans de pouvoir de Tshisekedi ou 6 ans de pouvoir de Joseph Kabila. Parce que Tshisekedi de 2019 à aujourd'hui, ça fait 6 ans. Kabila, je prends aussi son pouvoir. Ça fait de 2007 à 2013. Parce qu'à l'époque, c'était la transition, ce n'est pas son pouvoir. Mettons son pouvoir à lui seul. 2007, il a prêté serment en décembre 2006. Il a commencé vraiment en 2007. 2007 à 2013. Allons, je vais vous donner seulement 3 secteurs. Parce qu'il y en a plein, je donne seulement 3 secteurs. Je suis au niveau du secteur de l'éducation. Vous pouvez vérifier les chiffres. Hein, c'est au niveau de l'Institut des statistiques de l'UNESCO. Au niveau de l'Institut des statistiques de l'UNESCO, voici ce qui est dit. Le taux d'analphabétisation, la période 2007 à 2013, était évalué à 79,2%. 6 ans de Tshisekedi, le taux d'analphabétisation est évalué à 29,1%. Qui est-ce qu'on doit regretter? Je vais au niveau des enseignants. Au niveau des enseignants, vous pouvez vérifier au niveau de la CECOPE. Quand Kabila prend en 2007 jusqu'à 2013, la moyenne de l'enseignant, je parle de la moyenne, hein, ça veut dire on prend la masse salariale et la charge de personnel, on déduit la moyenne. La moyenne de l'enseignant est estimée à $90, c'est au niveau des CECOPE. Aujourd'hui, 6 ans après, la moyenne de l'enseignant, c'est à $207. Nous parlons de quoi? Je vais au niveau du secteur des défis sécuritaires. Je ne sais pas, peut-être que moi, je suis amnésique, on va me le rappeler ici. Joseph Kabila, quand il arrive au pouvoir, prenez, si vous avez vu de 2007 à 2013, si vous avez observé la solde des militaires être doublée. Je n'ai pas vu ça. Mais sous Tshisekedi, on a doublé la solde des militaires dans les 6 ans. La fonction publique, les fonctionnaires ont connu une augmentation des salaires à la hauteur de 30%. Sous Kabila, je n'ai pas vu ça. Donc, si je parle de Kabila, il y a plein d'éléments, mais le problème, ce n'est plus Kabila, parce que Kabila, lui, il a déjà fait son temps. Et pourtant, malgré ça, le pays ne sort toujours pas de la misère. Le pays connaît une récession économique sans précédent. Et c'est face à tous ces défis-là que peut-être Kabila pense qu'il peut bien revenir à la charge. Non. Malheureusement, vous avez épuisé votre temps d'antenne. 30 secondes, pardon. Vous en avez pour plus. 30 secondes. Oui. Le débat... Je voulais seulement parler de Nairobi, 30 secondes. Non, notez. Vous allez vous rattraper tout à l'heure. Le débat, c'est sur Nairobi. Alors, il dit l'initiative de Nairobi, c'est parce que Kabila veut sauver le meuble, sauver la République démocratique du Congo du danger qu'elle court maintenant. Question directe. Jeannot Manyanga. Mais pourquoi Kabila? Est-ce que, en dehors de Kabila, vous ne pouvez pas réfléchir autrement? Réfléchir à penser à placer quelqu'un d'autre qui aura la même vision ou encore la capacité de relever les défis et relever le pays du gouffre. Oui, merci beaucoup. 3 minutes rapidement. Je pense qu'il a fait plus de minutes que moi. Je voulais quand même répondre par rapport aux choses que je viens d'entendre ici, mais il y a des choses qui ne sont pas vraies. Ce sont des difficultés que nous avons avec les régimes actuels. Je prends juste les derniers points lorsqu'il a parlé sur les psychoses électorales. Je constate que mon frère, il pense que le Congo, c'est Kinshasa. On dit qu'en 2018, même en 2016, lorsque nous sommes allés aux élections avec Jean-Pierre Bemba s'est focalisé sur Kinshasa. Je lui donne seulement un effet simple. Le quotient électoral, il dit ceci. Sur les 11 provinces qu'on avait à l'époque, il y a eu des provinces qui ont eu un bon nombre d'électeurs plus que la ville de Kinshasa. Et tout acteur politique qui veut aller loin pour conquérir ou gagner les élections, il doit travailler sur les provinces qui ont beaucoup d'électeurs. Donc la psychose de Kinshasa n'est pas un élément matériel convaincant pour dire que c'est toi qui as gagné les élections. C'est ce qui règne dans les têtes des gens qui sont au pouvoir. Ils pensent comme Kinshasa, une ville cosmopolite qui a presque tout le monde. Voilà, c'est ça l'échantillon de la RDC, même si ça ne passe pas. Nous avons toujours travaillé sur base de ça. Dans quelle province il y a plus d'électeurs? Et nous travaillons de ce côté-là. Ça, c'est un élément. Donc, ils enlèvent ça. Voilà comment ils tombent toujours dans ces erreurs-là. Ça, c'est un. Deuxième élément, lorsqu'il parle, il a parlé sur comment Kabila avait nommé des commissaires spéciaux. La constitution de 2006, effectivement, avait déjà
monter les décors sur le gouvernement provincial. Faute de moyens, faute de difficultés, et les gouvernements devaient s'y prendre en créant d'autres mécanismes juridiques pour que les provinces soient administrées. C'est à ce moment-là, ensemble, pour ne pas utiliser la Constitution, j'allais dire, et les gouvernements aillent à utiliser d'autres lois pour permettre au moins le fonctionnement de ces provinces. C'est comme ça que nous avons eu à nommer des commissaires spéciaux jusqu'à amener les élections, je pense, en 2018 que nous avons maintenant les assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux pour la conformité de la Constitution. Il n'y a pas eu que des provinces, il y avait d'autres institutions, par exemple, qui ont été créées par la Constitution, le Conseil économique et social, la Caisse nationale de péréquation, qui n'ont jamais été appliquées pendant ce temps, mais qui ont eu à suivre le cours juste après. Ce sont des difficultés de parcours dans la fonctionnalité d'un État. Deuxième chose, troisième élément, il parle comment Joseph Kabila a nommé Chadari comme secrétaire général du parti. Secrétaire permanent du parti. Il est de coutume, un président de la République, un non-cadre de parti politique, lorsque à l'issue d'une élection, lorsque vous êtes nommé, il faut vous dissocier de votre parti politique. Je pense que c'est la loi portant sur l'organisation et le fonctionnement des partis politiques. Et Kabila a respecté à la lettre. Il s'est détaché de ses responsabilités au niveau des partis. Comme celui, les géniteurs, les créateurs du parti. Il a le devoir de nommer qui que ce soit. Comparativement à ce qui se passe. Le président Tshisekedi aujourd'hui, qui a été porté par l'IDPS, vous n'allez pas me dire que Tshisekedi n'a cessé de nommer ou d'organiser ou de donner des directives à son parti qui est l'IDPS. Nous les vivons, maître conscient, et Tshisekedi le fait. Voyez-vous, ça s'est fait. Mais ce qui est mauvais, qui n'est pas à encourager, c'est lorsque nous voyons qu'un président de la République élu, il fait l'équilibre entre le parti politique, entre la fonction du président de la République et le parti politique, comme l'IDPS est en train de le faire. Je fais allusion pour les cas de l'IDPS. Pour citer quatrième point, je suis en train de lui répondre avant d'entrer dans les deuxièmes questions. Il dit le gouvernement congolais a cloué Jean-Pierre Bemba dans le dossier pour subordination des témoins. Je suis en train de lui poser des questions parce que moi je suis politique, lui il est juridique. Est-ce que Jean-Pierre Bemba a été condamné par le gouvernement congolais ou a été condamné par la Cour pénale internationale? Parce que le cas de Jean-Pierre Bemba, à mon niveau, je suis certain, c'est un règlement entre un acteur politique qui a eu à commettre de bavures et tout. C'est comme ça qu'il a été interpellé par la Cour internationale, la Cour pénale internationale, la CPI. La Cour pénale internationale, CPI. Donc, pendant cette période-là, les gouvernements ne pouvaient jamais s'interférer dans ces cas, Jean-Pierre Bemba et la CPI. D'ailleurs, le gouvernement congolais a financé a soutenu Jean-Pierre Bemba dans les paiements des avocats et chaque fois, il a été assisté par le gouvernement. Le gouvernement a payé les honoraires des avocats. Des avocats, oui, c'est une réalité. Il est avocat, il sait. Les honoraires des avocats de Jean-Pierre Bemba ont été pris en charge par le gouvernement congolais. Pas de bonne foi. C'est pour dire Kabila a manifesté de bonne foi jusqu'à assister notre compatriote à la fin, mais ce n'est pas de cette manière qu'il sera remercié. J'entre maintenant dans les vifs de votre question. Très rapidement, 1 minute. Pourquoi Joseph Kabila aujourd'hui? C'est une question qui se passe même chez nous dans notre plateforme politique FCC et partout ailleurs. Je pense que c'est la question qui se passe ailleurs. Vous savez, pour nous qui ont fait la politique, nous avons ce que nous appelons l'idéologie et l'idéologie et les leaders. Ce n'est pas tout le monde qui sont appelés leaders, ce n'est pas tout le monde qui sont appelés à diriger les autres. Lorsque vous avez un leader qui a une vision, nous lui donnons la chance de pouvoir conduire les autres. De la même manière, ailleurs, dans d'autres siècles, nous avons connu des Lénine, nous avons connu des Machiavel, nous avons connu des Hitler, ensuite de suite. C'est-à-dire, les leaderships s'observent dans l'ensemble des personnes qui t'accompagnent. Parce que les gens pensent que
Kabila doit faire, il y a d'autres personnes qu'on doit remercier pour dire, bon voilà, aujourd'hui, je te donne pour aller me représenter. Et au finish, ils sont même en train de demander les financements, les moyens logistiques par cette personne pour qu'il soit candidat aujourd'hui. Vous voulez nous dire aujourd'hui que Franck Diongo partage désormais la même idéologie avec Kabila? Effectivement. Ceux-là ne sont pas que des arrivistes ou des suivistes. Effectivement. Ou à d'autres termes, Kabila les aurait soudoyés ou les a attirés vers lui. Je ne pense pas. Kabila pour pas... se faire une certaine santé politique. À la trempe de José Makila, à la trempe de Franck Diongo, je ne pense que Kabila peut le soudoyer. Ce sont des politiciens, ce sont des politiques conscients. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. À partir de quel moment Franck Diongo partage-t-il la même idéologie avec Kabila? Les alliances se font et se défendent. Il y a un principe en relation. Vous parlez des alliances politiques, ici on parle de l'idéologie. Il y a un principe qu'il ne faut jamais ignorer en politique ou en relations internationales. Ton ennemi d'hier peut devenir ton ami d'aujourd'hui et ton ami d'aujourd'hui peut devenir ton ennemi d'hier. Hier, Franck Diongo peut-être avait des divergences avec Kabila. Aujourd'hui, ils sont en train de converger. Alors ça n'a rien à voir avec l'idéologie, peut-être des calculs politiques. Ils sont en train de converger sur base d'une idéologie. Tu sais que l'idéologie, à un moment, change compte tenu des missions et des objectifs temporaires à court, moyen et long terme. Aujourd'hui, ils sont en train maintenant de réfléchir par rapport à un objectif à poursuivre. L'objectif de quoi? C'est conquérir le pouvoir. Pour conquérir le pouvoir, il y a des diagnostics qui ont été posés. Ils constatent quoi? Ils revendiquent quoi? Ils reprochent quoi au gouvernement? Ils reprochent ce dont j'ai énuméré ici. Allez, et la politique est drôle. Franck Diongo, hier, aujourd'hui avec Kabila. Mende hier contre Fachi, aujourd'hui avec Fachi. Il est possible que Mende revienne encore avec Kabila. Il est possible qu'aujourd'hui, même président Tshisekedi aujourd'hui, conjugue avec le Kabila. C'est permanent dans la politique, c'est inévitable, c'est recommandé d'ailleurs. Alors, mon avis, à moi, je fais ici cet état des choses. On a l'impression d'être pris en ténat par une certaine caste sociale. Je ne sais pas si ce sera la vie de maître Jagaste Djamba. Mais pourquoi la rencontre de Nairobi fait trembler Kinshasa au point de créer des stratégies bancales, arrêter les opposants, et tracer les numéros? Il y a même la déclaration qui a fait même rire les vaches de cette Kikouni qui a déclaré, ben sans rire, qu'à l'ANER, on lui a demandé de donner les numéros de Kabila. Ça fait un peu rire. Votre avis par rapport à ça, la rencontre de Nairobi, qu'en pensez-vous? Bon, déjà, pour commencer, je vais réagir à chaud par rapport à ce que vous venez de dire à la fin. Vous avez 4 minutes pour répondre à cette question. Écoutez, il y a certaines personnes qui ne valent pas la peine. Vous n'allez quand même pas mettre des leaders politiques de la trompe comme Bemba, Katumbi, Fayulu, Tshisekedi, Joseph Kabila. Vous n'allez pas le mettre sur le même rang que des individus, des personnes, des citoyens qui ne peuvent pas réunir 20 personnes dans un quartier quand même. On va parler de ces gens-là ici. Écoutez, il a dit quelque chose. Jean-Pierre Bemba n'a pas été condamné par le gouvernement. Vous ne m'avez pas compris peut-être. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que Jean-Pierre Bemba a été invalidé par Nanga, qui est aujourd'hui avec Kabila, avec les mêmes objectifs. AFC et Kabila, c'est les mêmes objectifs selon Kikaya. Il était radié par Nanga. Ils ont les mêmes objectifs aux agendas opposés. S'il vous plaît. Ils ont les mêmes objectifs, mais pas les mêmes agendas. Ça, c'est bien. Ça commence à devenir intéressant ici. Il a parlé de Franck Diongo. Moi, ça que j'aime, c'est quoi? Il dit non, les ennemis, on confond. Vous l'avez bien dit, l'idéologie. Qu'est-ce que Franck Diongo aujourd'hui reprocherait à Tshisekedi, que Tshisekedi ferait de pire que ce qu'il a reproché à Kabila? C'est la même question qu'on vous proposera. Mais non, attendez, on va aller. Qui attire Mende à louer aujourd'hui Tshisekedi? Je ne suis pas venu parler de Mende ici. Alors... Je ne suis pas venu parler de Mende, je suis venu parler des gens. Mende était dans un gouvernement, il était dans un camp politique, il était au gouvernement, il était porte-parole du gouvernement, il a fait son temps, il est passé. Je parle de Franck Diongo ici, qui veut revenir avec qui? C'est ça le problème. Écoutez, Franck Diongo, peut-être les gens oublient. Moi, j'ai des... Peut-être que sur la base, je ne peux pas les montrer. Mon dos ici, j'ai des stigmates ici. Moi, j'étais avec Franck Diongo dans des marches comme ça. Je connais ce que Franck Diongo lui disait. Franck Diongo... Vous connaissez l'odeur du gaz? Écoutez, c'est parce que c'est la télé, il y a des choses que je ne peux pas dire. J'ai parlé de Franck Diongo, moi, l'état. Franck Diongo, José Makila, Matata Pogno. Les trois là, et Vouemba. Franck Diongo, pour ma première fois, depuis que je suis né, de voir un homme, je ne sais pas si ça existait ailleurs, à part peut-être Guantanamo,
Un homme être alité, ensanglanté, présenté devant le juge. C'était sous Kabila. Je n'ai pas vu ça ailleurs. Peut-être Guantanamo. Si ça existe, on va me l'informer. Je suis peut-être ignorant, c'est possible. Mais Tshisekedi arrive. Tshisekedi te met dehors par ça qu'on appelle grâce. Mais c'est quoi la grâce présidentielle? Je vais même apprêter les termes des religieux. Faveur imméritée. Donc en fait, tu n'as rien mérité. Tshisekedi décide de sa bonne foi de te mettre dehors. Mais tu sors pour dire Tshisekedi... Non, maître... Dans les cas dont il est question, la grâce... Vous piétinez mes minutes. Hein. La grâce... Je vais récupérer. Vous avez tout le temps. D'accord, là je suis content. Dans les cas d'espèce, la grâce n'est pas imméritée. La grâce suit un certain nombre de règles à remplir avant d'être libéré. Sinon, le président se réveillerait un bon jour et il décide de faire sortir de prison tout le détenu. Je suis avocat. Je ne vais pas me présenter ainsi dans le plateau de télévision, mais je parle de choses que je connais. Vous allez m'amener la loi qui organise la grâce présidentielle. Il y en a. Vous allez m'amener ça. Qui organise la grâce présidentielle. Parlons de quoi? Il y a la grâce jusqu'aujourd'hui souffre de quelque chose dans notre pays, des législatures efficaces, des règlements efficaces. La Constitution fixe, mais le mécanisme d'encadrement ne suive pas. Jusqu'à ce jour-là, si c'est qu'il s'est réveillé un bon matin, il a dit tel sort. Et Franck Diongo est sorti. C'est ce qui s'est passé. Ne mentons pas. Le public nous suit. Qu'est-ce que Franck Diongo avait réuni comme critère? Donnez-moi. Et les autres qui sont en prison n'ont pas réuni. Ah non. Mettons ça. Je vais sur... donc Franck Diongo. Et ça c'est Franck Diongo. Allons sur Makila. Soumanda. Je vais vous faire une révélation ici. Hein. Vous avez peut-être coupé. Hein. Vous allez vérifier ce que je vais dire. José Makila Soumanda. Je ne vais pas revenir sur ce qu'il avait dit. Il avait déjà dit que Kabila, ceux qui t'ont dit, il a dit à Lingala, ceux qui t'ont dit, Kabila, t'ont continué à boumbo, ceux qui y a 30, quelque chose comme ça. Je ne vais pas revenir sur ça. Mais José Makila Soumanda avait sauvé le Congo. Mais je vais demander à José Makila Soumanda de sauver d'abord l'ONATRA. Allez vérifier ce que je vais vous donner comme information. José Makila Soumanda occupe une maison de l'ONATRA qui a la fonction publique. Il occupe ça illégalement, sans titre, ni loi, ni propriété, ni droit. Il occupe cette maison-là, qui ne libère pas. Comment il a obtenu cette maison? À l'époque, il est VPM de transport nommé par Joseph Kabila, le président de la République. Un des directeurs des départements ici à l'ONATRA, j'ai son nom, je ne citerai pas son nom ici. Comme ils sont du même clan à l'Équateur là-bas, il dit, bon, mon frère hein, occupe la maison, comme tu es VPM de transport, nous sommes à l'ONATRA, c'est pas grave. Il va là-bas depuis aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il ne quitte pas la maison. Il prend la maison de l'entreprise, il confectionne à sa manière, il engage de frais et il demande à l'entreprise $100 000 sous prétexte qu'il avait réfectionné la maison sans l'autorisation de l'employeur, les propriétaires. Vous imaginez jusqu'aujourd'hui, même l'ONATRA, il ne peut pas sauver la maison de l'ONATRA, il ne peut pas sauver, mais c'est le Congo. Alors, parlons de Nairobi, ne parlons pas des individus, parlons de l'idée, des stratégies. Non, derrière la rencontre de Nairobi, évitez-nous de parler de gens. Chacun de nous a un passé. Non, s'il vous plaît. Avant de parler de la démarche, il faut parler des acteurs. Qui est l'acteur qui mène la démarche? Parce que la qualité de l'acteur détermine la démarche. On ne peut pas exempter les acteurs tout en prenant la démarche. La démarche n'est pas animée par le vent. Ce sont des acteurs. Il faudrait donner l'image des acteurs. C'est Kabila. Oui, Kabila qui revient à la charge avec un renouveau et... il décide de se faire entourer de quelques personnalités. Monsieur Gédéon, moi aujourd'hui, peut-être les gens disent que moi j'attaque toujours Kabila. Mais aujourd'hui, moi je dis merci à Kabila. En tout cas, moi je dis merci à Kabila. Je dis merci à Kabila parce que Kabila nous a permis de comprendre le vrai visage de Franck Diongo. En fait, il ne représentait rien. Parce qu'il y a des hommes qui ont cru. Kabila nous a aidés. Merci, monsieur le président, merci. Joseph Kabila nous a aidés à comprendre le vrai visage de Jean-Claude Vwemba. Joseph Kabila nous a aidés à comprendre qui est Matata. Matata. Eux, ils sont du FCC. Mon frère est du FCC, Jeannot Manyanga. Mais Matata, rappelez à Matata, quand Kabila décide de laisser les pouvoirs, il dit ma politique à moi doit continuer avec un animateur, Shadari Ramazani Emmanuel. Matata a bouté la décision de Kabila, il a refusé de battre campagne pour Shadari. La preuve, donnez-moi une seule image de Matata en train de battre campagne pour Shadari, même chez lui à Kindu. Il n'y en a pas. Donc il a refusé que Kabila ne continue avec Shadari, mais il veut reprendre Kabila cette fois-ci en étant condamné à mort. Nous parlons de quoi? Parlons maintenant du contenu, parce que vous voulez qu'on parle de la démarche. Une minute. Contenu. Il vous reste une minute. D'accord. Contenu. Vous prenez... Ma question d'abord, ma question à laquelle vous n'avez pas encore répondu, pourquoi cette rencontre dérange, non? Vous enquiquine? Voilà. Pourquoi faire arrêter les opposants alors que par le passé, les opposants se sont réunis à Genval, à Nairobi,
à Île de Gorée. Mais pourquoi à l'époque, ceux-là ne se sont-ils pas fait cravater et qu'aujourd'hui, que les opposants soient aux trousses de la justice? Vous allez peut-être couper ça, vous allez peut-être donner... Voici les éléments pour lesquels ce n'est pas l'union sacrée qui est dérangée. Attention, faisons la distinction. L'union sacrée en tant que plateforme politique n'est pas dérangée. Ici, nous parlons du gouvernement, la République, qui est distincte des faits politiques qui sont des faits privés. Voilà. Vous êtes en face de qui? Joseph Kabila, ancien président de la République, condamné à mort. Condamné à mort par qui? Par la haute cour militaire. La plus grande juridiction spécialisée militaire pour des questions militaires d'un État. Voici ce qui se passe. Des individus, là-dedans des fugitifs, qui sont aussi, eux, des condamnés par la justice d'un État, décident de bouter l'arrêt de la haute cour. Ce n'est pas qu'ils sont épilogués ou donnent des opinions comme mon frère Jeannot Maniang est en train de le faire. Non, ils ont bouté ça. Un arrêt. Mais le clan Kabila dit que cette condamnation n'est pas une. Mais vous êtes en train de donner... Je vais toujours continuer à récupérer. Hein. Ils ont bouté la décision de la justice. Vous savez ce que ça signifie en droit? Le clan Kabila dit que cette décision n'est pas une, parce qu'elle n'a pas suivi la procédure en la matière. Le clan Kabila, en tant qu'action politique ou corps politique, peut analyser, épiloguer. Mais là, ce n'est pas le clan Kabila en tant que parti politique ou FCC, non. C'est un groupe de condamnés, de fugitifs, qui décide de bouter l'arrêt d'une cour. Ça veut dire quoi? Il y a obstruction à la justice d'un élément, d'un côté. Deuxièmement, il y a rébellion. Pourquoi il y a rébellion? Vous allez lire au niveau de l'article 64 de la Constitution, alinéa 2e. Voici ce que la Constitution dit. Tout celui qui tente de renverser un pouvoir légalement, légitimement établi est puni conformément à la loi. La Constitution renvoie à la loi, quelle loi? La loi pénale. Or, le code pénal punit la rébellion des morts. Maintenant, une personne qui est punie de mort pour cause de participation criminelle avec un mouvement terroriste, que la justice condamne, vous boutez cet arrêt, en ce moment-là, vous faites ce qu'on appelle en droit pénal association des malfaiteurs. Vous vous associez avec qui? Avec des terroristes condamnés par la justice. Vous portez ces aspirations contre la sûreté de la République. Qui est terroriste? Vous tombez... Non, selon la justice de notre pays, Joseph Kabila est condamné par coutumance pour fait des participations criminelles avec un mouvement terroriste, le M23. Le M23 est un mouvement terroriste. C'est ce que l'arrêt a rendu. L'arrêt a rendu parce que pour faire des terrorismes. Mais comment expliquer que c'est avec le même mouvement terroriste aujourd'hui que vous discutez à Doha? Voilà, très bien, très bonne question. Je l'avais dit ici ou ailleurs? Non, voilà, c'est ici. Le calendrier judiciaire n'est pas le calendrier politique. Ne confondons pas. Monsieur Gédéa Thibou, vous nous avez dit, vous-même dans notre Constitution, et dans l'article 49, que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir politique sous toutes les formes, exécutif ou législatif. Maintenant, si vous décidez vous-même de prendre le pouvoir judiciaire, de mettre dans un cachot, sous prétexte que des considérations politiques, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de cracher sur la mémoire de tous ceux qui sont battus pour la Constitution. Alors, ne faisons pas d'amalgame. La justice a rendu un arrêt. Cet arrêt condamne un monsieur pour rébellion. Participation, bien sûr, à un mouvement rebelle. Condamné à mort. Vous y associez, vous boutez cet arrêt. Il y a en ce moment-là rébellion dans votre chef. Merci. Il y a association des malfaiteurs dans votre chef. Et vous êtes en train de porter atteinte à la sûreté de l'État. Parce qu'il n'est pas condamné pour vol, pour viol. Non, il est condamné pour participation à un mouvement qui porte atteinte à la sûreté de la République. Et la sûreté de la République est impardonnable. Donc ne faisons pas ici comme si ça sort du droit, ça sort... Non, c'est que les établissements, je vais dire, le service de l'État veulent faire. Mettez ça de côté, dissociez ça avec le fait politique. Parce que, regardez, je finis avec 5 secondes, si vous me donnez 5 secondes, je vais aux États-Unis. Aux États-Unis, il existe un programme de renforcement, un programme d'immigration, de renforcement de la main-d'œuvre que vous appelez ici des vélotéries. Ce programme-là, ce n'est pas un programme, ce n'est pas le programme d'Obama, ce n'est pas le programme de Biden ni de Trump, c'est le programme de l'État américain. Au Congo aussi, nous devons comprendre qu'il existe des questions d'État qui n'ont rien à voir avec les formations politiques. Les vélotéries, ce n'est pas pour les républicains, ce n'est pas pour les démocrates. De la même manière, les questions de sûreté de l'État n'ont rien à voir avec l'union sacrée. Non, c'est la République qui doit fonctionner parce que tu sais qu'il partira. L'union sacrée partira, mais les modes de fonctionnement de la sûreté de la République doivent être sauvegardés. Non pas en fonction des colorations politiques, mais en fonction des règles établies. Merci beaucoup, Maître Djagast. Nous allons chuter rapidement. Chacun de vous aura 3 minutes. Je vous prie pour le respect du temps d'antenne, s'il vous plaît. Cette fois-ci, vraiment, on parle de... Parole d'honneur. De l'enjeu de tractations politiques qui continuent dans la chambre basse du Parlement.
Après la démission de Vital Kamerhe, le successeur se faisait toujours entendre. Et d'après le vice-premier président de l'Assemblée nationale, il disait lors d'une plénière qu'il attendait le mot d'ordre du chef de l'État pour enfin organiser cette élection. Et on espère que le mot d'ordre du chef de l'État est enfin tombé. D'où cette célérité avec laquelle les choses sont en train d'être organisées. Le l'ancien ministre, disons-le, Aimé Boji Sangara a finalement quitté le gouvernement pour réintégrer l'Assemblée nationale afin de pouvoir compétir au perchoir de l'Assemblée nationale. Que retenir de ce qui se passe? Autre lecture, M. Jeannot Manyanga. Merci. Les noms émergent, dont celui de Aimé Boji Sangara. Son choix serait justifié par quoi? Et c'est un choix politique où, au-dessus de tout, on place d'abord l'intérêt lié à la sécurité, parce que nous avons suivi quelques déclarations à l'emporte-pièce de certains élus qui estimaient que si on ne fait pas correctement les choses, ceci risquerait d'avoir un réel impact sur la sécurité nationale. Il y a Bitakwira qui l'avait dit, et aussi tout récemment, c'est Willy Michiki qui a dit que c'est une honte, et si on ne fait pas bien les choses, ça risque de virer au pire. Votre réaction? En fait, laisse-moi d'abord introduire une incise sur la condamnation de Joseph Kabila. Sans aller en détail, oui. Vous avez 3 minutes. Vous prenez la parole à 12h40 et je vais à mon chrono. Nous parlons de la condamnation parce que je vis mon co-débatteur, Maître Yahi, à transpirer là-dessus. Mais je voulais quand même vous donner la position de nous politiques. Nous prenons cette condamnation comme une condamnation par défaut. Parce que Kabila n'a jamais été représenté, moins encore ni ses avocats et lui-même la personne. Ça, c'est un. C'est comme ça que nous prenons ça un dossier politique. Kabila est condamné aujourd'hui. Je pense, mon ami l'avocat, on dit en droit, la beauté de la procédure pénale, c'est le respect. La beauté du droit pénal, c'est le respect de la procédure pénale. Vous avez condamné quelqu'un sans pour autant le coûter, sans pour autant lui donner les moyens de sa défense. Voilà aujourd'hui, en violation, ce que nous disons d'aujourd'hui, en violation de loi de la République ainsi que la Constitution, la personne qui est revêtue du statut de sénateur à vie est un ancien président. Les moyens juridiques qui ont été mis à sa disposition n'ont jamais été consultés par l'esprit des politiques de l'Union sacrée. C'est ainsi que l'ensemble des politiciens qui se sont réunis à Goma, qui pensent et qui croient à cet homme, pensent que cette condamnation est sans objet dans l'esprit de l'opposition. Je ferme cette parenthèse. Parlons maintenant de la situation qui se vit maintenant à l'Assemblée nationale. C'est ce que je dis tantôt dans mon introduction. L'Assemblée que nous avons aujourd'hui, le Sénat que nous avons aujourd'hui, avec tout ce qui se passe à l'Assemblée, est sans objet dans l'esprit des FCC. Tshisekedi a planté des corps au niveau de CENI. Tshisekedi met son frère présente un bon nombre de députés dont les calculs tshisekidistes de pouvoir nous présenter ce que nous vivons aujourd'hui. Il est inconcevable depuis l'histoire de notre pays de trouver une Assemblée nationale sans l'opposition. Ça n'a jamais existé. Rappelez-vous, je pense en 1960, Kasavubu Lumumba, avec quand même l'opposition. L'opposition y est représentée. Oui, l'opposition était représentée. Mobutu, avec le temps qu'il a eu à faire, qui a eu d'ailleurs à donner de la puissance politique à notre sphinx Tshisekedi, il est le papa de Tshisekedi aujourd'hui, qui était le chef de file plusieurs fois de l'opposition représentée dans cette assemblée. Kabila a présenté l'opposition. L'opposition a été présentée sérieusement dans tout le mandat que le président Kabila a exercé. Posons-nous la question aujourd'hui, est-ce que tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale, vous sentez que c'est un temple de la démocratie? Ils se sont retrouvés dans un groupe folklorique, tout le monde danse dans le boko moko, dans le côté moko, parce qu'il n'y a pas l'idéologie dedans.
Maintenant, le conséquence, c'est quoi? Donc, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de sérieux dans, il n'y a pas de sérieux dans le Parlement congolais. Il n'y a pas de sérieux parce que tout a été orchestré par lui-même, le chef de file de l'Union sacrée. En quoi faisant? Il a donné à l'Assemblée, il a donné les députés taillés à leur mesure. Maintenant, dans ces députés-là, qu'est-ce que nous constatons? Il a perdu la qualité des députés. C'est une vérité. Mon ami maître avocat, il consulte, je pense, ses avocats et les députés qui sont là-bas. Disons-les, c'est une vérité que nous vivons. Aujourd'hui, les niveaux de parlementaires a sensiblement baissé. Nous avons perdu la qualité des députés et des sénateurs aujourd'hui. Nous avons des sénateurs et des députés semi-illettrés. C'est une réalité. Mon ami avocat, il est sincère. Il doit le reconnaître que nous avons des députés et des sénateurs semi-illettrés. Maintenant, la qualité de ces députés-là, dans les missions régaliennes de l'Assemblée, ils ne touchent pas à l'essentiel. Ils ont légiféré combien de fois? Combien de lois depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas? Légiféré, initié et promulgué par le président de la République, comparativement à ce qui s'est passé par l'ancien régime. C'est vérifiable par tous. Et je salue la mémoire de l'honorable Obé Minakou. 8 ans l'Assemblée nationale, ou 7 ans l'Assemblée nationale, si je ne me trompe pas, 108 lois initiées, promulguées, qui permet aujourd'hui l'État de fonctionner. Posez à mon ami, mon co-débatteur aujourd'hui. Donc, raison pour laquelle les députés ont pris les responsabilités pour faire partie Caméré, parce qu'on l'accuse d'avoir bloqué certaines initiatives parlementaires. Ça, ce n'est pas la faute, c'est pas une faute qui incombe au président. En fait, ce sont lorsqu'il n'y a pas un leadership éclairé, parce que les députés sont alignés. Je vis mon co-débatteur dire ça sans pour autant. Les députés sont alignés par la CENI sur base des listes de partis politiques, regroupements politiques. Lorsque vous êtes aligné par cette plateforme politique, vous représentez ipso facto la vision de la personne qui incarne cette dynamique. C'est qui? C'est le président de la République. Le président n'a pas si planté une vision éclairée au niveau du Sénat et au niveau de l'Assemblée nationale, et voire même dans l'ensemble du pays. Voilà, aujourd'hui, les députés marchent l'électeur libre parce qu'il n'y a pas une vision. Maintenant, la question est celle de se poser: que revendiquent les députés aujourd'hui? Au lieu que les députés parlent de l'essentiel, les besoins quotidiens de la population, dont ils sont représentants, les députés sont dans des futilités, dans les besoins privés, dans le besoin personnel. Et vous allez voir avec moi, il y a d'autres qui sont en train de revendiquer. Est-ce que ce n'est pas légitime? L'amélioration de l'émoluments. Comment travailleraient-ils sans le moyen de leur politique? L'amélioration des émoluments. Il y a d'autres qui revendiquent à ce qu'on leur achète des véhicules. Il y a d'autres qui sont en train de revendiquer les soins médicaux, ainsi de suite. Mais les besoins réels de cette population qui les a élus n'est pas encore touché 7 ans durant. À quand est-ce que nous allons parler de la population? Jusque-là, nous parlons que des politiques, des députés et des sénateurs. C'est du gâchis. Nous venons de faire 7 ans de pertes inutiles. Merci beaucoup. Vous avez aussi, Kalma, 3 minutes rapidement, vous allez chuter. Pourquoi tout le temps on tente de lier l'ambition d'occuper le perchoir de l'Assemblée nationale à la situation sécuritaire? Quel enjeu autour de cette élection qui sera organisée selon le calendrier qui nous sera publié par le bureau? Y a-t-il à craindre? Bon, déjà, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on veut rattacher directement l'Assemblée nationale à la question de l'Est. La question de l'Est nous touche nous tous. Ce n'est pas le perchoir de l'Assemblée nationale. Mais ce sont les députés et membres de l'Union sacrée qui font ces liens. Je ne connais pas ce député qui a fait ça. Si vous me donnez l'information, bien sûr. Je vous rappelle, Bitakwira avait dit dans une vidéo Ubi et Urbi, si on ne met pas quelqu'un de l'Est, rassurez-vous que Uvira va tomber et ces rebelles-là atteindraient en moins de 24 heures Kolwezi, qui représente actuellement l'essentiel de l'économie nationale, et ils arriveraient à Kenge pour facilement arriver à Kinshasa. Après ces propos, il n'a jamais été, ne serait-ce qu'inquiété ou entendu.
Les deuxièmes, c'est Willy Michiki. Je ne sais pas si vous l'avez suivi récemment sur Télé 50. Il parle de beaucoup de choses en même temps. Votre réaction? Bon, écoutez, si le propos des Bitakwira sont vrais, j'invite les services sécuritaires à l'appréhender, à en savoir plus. Ça fait 1 mois ou 2 mois et il n'a jamais été inquiété. Mais il doit être inquiété. S'il ne l'est pas. Vous focalisez à inquiéter ou à interpeller les opposants réunis à Nairobi et pas ceux qui tiennent des propos à la porte-pièce ici. C'est comme ça que je dis, s'il n'est pas inquiété, il y a défense. C'est clair. Parce que ce sont des propos graves. On ne menace pas la République. Il doit être inquiété. C'est une menace. S'il n'est pas inquiété, on doit l'appeler pour savoir pourquoi est-ce qu'il dit ça. Parce qu'il se peut qu'il ait aussi des informations cruciales pour la République. C'est possible. Il a des bonnes informations et il sait ce qu'il dit. Donc ne prenez pas toujours toute l'interpellation dans le sens de l'incarcération. Non. Il peut être appelé pour aider la République. C'est comme ça que je dis, s'il n'est pas appelé pour aider la République, il y a un problème. Il y a un problème et il faut y remédier. Alors, si... histoire des parlementaires, d'abord, La question, à quoi nous sert cette Assemblée nationale? Pour vous, cette Assemblée nationale joue-t-elle véritablement son rôle? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous n'allez pas remettre en cause toute une institution à cause de la qualité des animateurs. Les animateurs changent à tout bout de champ. Mais les règles sont telles que l'Assemblée nationale, si vous ne l'avez pas, comment vous fonctionnez? D'abord, vous savez, c'est ça les problèmes de ce pays. Même pour la ville de Kinshasa, je prends seulement la ville de Kinshasa, j'ai l'impression, je ne sais pas si je réfléchis bien, mais j'ai l'impression qu'on a tendance à gérer le pays par des campagnes. Ou bien, qu'est-ce que je dis? La ville par des campagnes. Comment ça? Coup des poings. King Bopeto. C'est bien, mais ce n'est pas... Ils ne sont que des slogans creux. Ce sont des campagnes. Des campagnes. C'est important parce que ce sont des campagnes. Mais ce n'est pas ça le vrai problème. On ne gère pas la ville par les campagnes, on gère la ville par les règles. Alors, les règles, ce sont des institutions législatives. Mais si je vais au niveau du pays, si vous dites que l'Assemblée nationale... attendez, peut-être parler du Sénat. Parce que le Sénat, bon, le simple fait qu'on a amputé au Sénat la capacité de faire tomber un membre du gouvernement ou le gouvernement, à mon sens personnel, je pense qu'on peut s'en passer. On peut s'en passer parce que aussi, le Sénat ne peut pas bloquer l'Assemblée nationale. Si l'Assemblée nationale persiste sur une décision, ça passe. Je pense que je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on doit continuer si seulement il y a des exigences telles que il y a des grandes priorités et que s'il faut supprimer une institution, je pense qu'on supprimerait la chambre haute d'une institution qui est le Sénat, mais pas l'Assemblée nationale, parce que là, c'est même le gardien de tout un peuple. C'est-à-dire les lois, le contrôle de l'argent du pays, les budgets votés là-bas, mais c'est fini. Vous allez avoir quel État? Un État sans règles. Mais comment, pas possible. Au sein de l'Union sacrée, vous essayez de gérer les ambitions des uns et des autres rapidement? Vous allez conclure par là, parce qu'il y a un groupe de députés, la majorité, qui dénonce la violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour imposer l'élection du ministre honoraire Aimé Boji Sangara en vue de bloquer le contrôle parlementaire. Et ce groupe de parlementaires est vent debout pour empêcher l'élection de Aimé Boji Sangara. Le chef de file, c'est bien Willy Michiki. On viole parce qu'on veut organiser les élections d'un président. L'élection d'un président, c'est une violation des règlements intérieurs. Il dit on impose Aimé Boji parce qu'on veut bloquer les contrôles parlementaires et beaucoup de choses en même temps qu'il dénonce. On impose. Qui impose? Il doit avoir le courage de dire qui impose. C'est aussi ça le problème de notre pays. On veut rester trop dans les supputations, dans les imaginations, dans la mesure où... On veut rester dans les chimères. Aimé Boji, dans la mesure où à l'Assemblée nationale, c'est l'Union sacrée qui est majoritaire, on sait d'où ça vient. Dans la mesure où quelqu'un nous a dit dans ces pays qu'on attend le mot d'ordre du président de la République, on peut facilement faire une conclusion. Vous savez, il y a ce problème, il y a aussi ces problèmes dans ce pays. Le problème de fuite des responsabilités, des trafics d'influence. C'est un problème. Ça, ce n'est pas un problème de Kabila, de Mobutu, mais c'est un problème des systèmes. Tout le monde a tendance à parler du chef de l'État. Tout le monde veut... Écoutez, vous savez, moi peut-être, par exemple, pour mon cas, si je n'avais pas mon cerveau en place, j'utiliserais mes quelques rencontres avec le président de la République pour inquiéter les gens, peut-être. Là, on va commencer à imaginer. Pourquoi je ne le fais pas? Je suis civilisé. C'est un problème des civilisations, tout simplement.
Vous avez vu le président de la République venir entrer dans cette histoire-là. Vous avez vu ça. Qui a la certitude? Qui a l'élément? Voilà. Nous allons nous mettre à épiloguer sur des questions qu'on ne maîtrise pas. Restons sur des choses qui sont vraies et évidentes. Attends. Donc vous pensez que Chilumbaï disait des choses sans avoir la maîtrise? S'il vous plaît, on dit on veut nous imposer Boji. Oh non. C'est comme ça que moi j'ai dit à un moment donné, il faut chercher comment faire une action pénale contre M. On. M. On, c'est qui? On met tout un État en moule parce qu'on a dit. On est où? On, c'est qui? Donc, on va prendre tout un État en otage parce que M. On a dit. Moi, je vais porter plainte contre M. On un jour. Comme ça, on va les mettre en prison. On aura des problèmes qu'on aura quand même réglés parce que On au moins est arrêté. On, c'est qui? Non, arrêtez ça. À un moment donné, il faut qu'on puisse prendre la République au sérieux. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale, de mon point de vue personnel, si vous le voulez, j'estime qu'il n'y a pas lieu de ramener un membre du gouvernement, l'amener à l'Assemblée nationale pour devenir président avec tout ce qu'il y a comme membre au Parlement. Et mon point de vue personnel. Mais puisque je ne suis qu'un simple humain, je suis seul, mon point de vue personnel ne peut pas primer sur la voix de la majorité. Je pense que la voix de la majorité doit primer sur ma voix parce que je suis un humain. Je termine. Et Willy qui dit, si on place Aimé Boji, ce sera la fin de l'Union sacrée. Il y a même taillé une humiliation pour le 500. Vous ne voulez pas que je rencontre Jeannot Manianga parce non, vous allez rencontrer pas. Mais l'état est fini. Donnez-moi 5 secondes. Je me rappelle ce que Willy qui a dit. Il dit si on met Boji, ce sera la fin de l'Union sacrée. Votre réaction rapide pour vous rencontrer. Si on met, on sait qui? On sait qui? Vous devez porter plainte contre on sait qui? Je porterai plainte contre on sait qui? Si on met, on sait qui? Je reviens avec mon frère Jeannot Manianga qui dit que Kabila ne considère pas la décision parce qu'il a été condamné par défaut. Écoutez mon frère, la condamnation par défaut n'est pas une faute juridique. C'est juste que les mesures... Le premier n'a pas été présent. Voilà, c'est juste que les mécanismes de recours est peut-être différent de quand il était présent. On parlerait, quand il y a condamnation de défaut, s'il faut faire recours, on parlerait d'opposition. Mais s'il était présent, on parlerait d'appel. En dehors de ça, il n'y a pas autre chose. Il a été condamné pour le fait qu'ils sont reprochés. Je comprendrais s'il n'avait jamais été avisé. Kabila, on l'a avisé sur toutes les voies de droit. Il y a eu même les huissiers de justice qui ont déposé les actes du parquet, les actes du tribunal, mais dans son domicile. Kabila n'a pas un domicile ici. Kabila. Mais à Kingakati, une question. Il a eu des invitations. Il a une belle question. Kabila habite où? Kabila n'a pas de résidence dans ce pays. Vous l'avez saisi officiellement, vous lui avez remis. Vous n'avez pas vu les actes du parquet. Qui a accusé réception? Oh, voilà encore. Vous avez l'accusé réception? Voilà encore un autre problème. Lorsque vous avez l'accusé réception? S'il vous plaît. Lorsque le parquet procède dans ce qu'on appelle l'instruction préparatoire et que le parquet pose des actes, le parquet mandate les personnes avec qui il travaille, ses agents. Si la personne arrive et que vous refusez, il y a un rapport, le rapport des refus. Ce n'est pas seulement qu'il faut accuser réception. Il faut demander, il n'y a pas accusé réception, est-ce qu'il y a refus? C'est là maintenant la question. Allez voir s'il n'y a pas de refus et pour voir si la procédure a été biaisée à un seul instant ou à une seule phase. C'est ça ce problème. Mais on doit porter plainte contre on reviendra un jour sur ces débats. Je voulais juste ajouter, savoir un jour si on a porté, si on a déposé, la Kabila a été saisi en tant que Kanambe ou en tant que Joseph Kabila, et s'il a réussi, voilà. Il a été saisi en tant que Joseph Kabila. On l'a saisi en tant que Joseph Kabila, oui, non pas en tant que Kanambe. Parce que le procès portait contre lui. MLC a confirmé, et heureusement je suis avec quelqu'un de MLC, MLC a confirmé qu'il... Non, ce n'est pas le MLC qui a jugé Kabila. Le MLC a ses informations. Vous avez des nationalités. Mais vous n'êtes pas parti témoigner pour le MLC. Ah, voilà encore une question. Le MLC n'a pas porté plainte devant la justice contre Kabila. Mais on le MLC n'a pas jugé Kabila. Le MLC a des informations qu'il estime être nécessaires pour la survie de l'État et les met sur la place publique. Si la justice estime que c'est important, la justice peut s'en saisir. Les informations de quelle nature? Pour interpeller n'importe quelle information. Comme quoi? Je dis n'importe. Comme quoi? Ce qui touche à la sûreté de l'État, qui touche à la crédibilité des institutions, n'importe lequel. Maintenant là, si ces informations-là,
Le parquet estime qu'il peut s'en saisir pour voir clair. Le parquet peut s'en saisir et interpeller l'intéressé. Et même aussi, vous êtes de kabiliste. Mais si vous estimez que c'est faux, allez accuser Jean-Pierre Bemba, comme ça il va venir amener toutes les preuves nécessaires. On dit vous devez porter plainte contre Bemba afin qu'il amène tous les éléments. Il disait de tenir des preuves accablantes contre vous allez être ridiculisé. Il est de preuves. Bemba même Clément. Moi je reste africain. J'ai toujours réfléchi, c'est le fait, j'ai toujours réfléchi aussi comme Africain, parce qu'on a eu la chance de pouvoir vivre à côté de nos grands-pères. La sagesse africaine dit ceci: lorsque vous trouvez un enfant de même âge que vous, en train de présenter la paternité de votre père, ça ne relève que de la mauvaise éducation, n'est-ce pas? Ou soit la personne est mal appris pour parler de la paternité de votre frère. Celui qui en a la compétence, soit c'est la personne qui a vu naître cette personne-là, ou une personne très âgée. C'est pourquoi j'ai toujours dit, en face de notre père Jean-Pierre Bemba, affirmer cela à côté de son frère aussi, presque de même âge. Par rapport à cette anecdote, je pense, j'ai tout dit. Il relève de quoi? Entre autres. Je voulais maintenant dire par rapport à ce qui est... Non, on a la fin. Merci beaucoup. Malheureusement, vous n'aurez plus la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Djaga Sidjamba. Merci à Manyanga, Jano Manyanga. Vous êtes du MSR. Mouvement social pour le renouveau. Mouvement social pour le renouveau. Autrement dit, membre du Front commun pour le Congo. Autrement dit, mouvement Sauvons la RDC. Aïe. Voilà. Allez. Merci. C'est les FCD, c'est les PPRD. On se retrouve à tout à l'heure. Merci beaucoup. Et commentez, abonnez-vous et puis partagez ces contenus pour édifier plus d'un Congolais. Merci et bon week-end à tous. Ils nous ont amené des Rwandais ici, les kabilistes.